Il faut développer ton intelligence émotionnelle. Cette phrase, vous l'avez entendue partout. Elle circule dans les formations d'entreprise, sur LinkedIn, dans les ouvrages de développement personnel, a fini par être présentée comme étant le remède universel, comme si elle constituait l'unique solution à toutes nos impasses relationnelles. Mais à écouter ce qui se dit réellement sur le sujet, on pourrait croire que l'intelligence émotionnelle consiste à s'exprimer avec assurance, à défendre ses idées, à être authentique, à dire ce que l'on pense sans filtre. Et c'est précisément là que le concept dérape. Parce que l'intelligence émotionnelle ne signifie pas détenir la vérité. Mais c'est faire en sorte de ne pas transformer chaque échange en combat de coq où il faudrait absolument imposer sa vision ou arracher le dernier mot. Car on peut être radical dans ses convictions sans être violent dans sa manière de les porter. Finalement, l'intelligence émotionnelle, c'est l'art de dire les choses sans chercher à démolir celui ou celle qui est en face. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que les personnes qui en manquent le plus sont souvent celles qui sont intimement convaincues d'en être pourvues. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous avez compris quelle thématique j'allais aborder. Mais cette fois-ci, je vais le faire différemment car je vais dérouler le cas d'un de mes consultants, avec son accord bien sûr, afin de vous expliquer ce qu'est l'intelligence émotionnelle. Alors cet homme était justement convaincu d'être doté d'une grande intelligence émotionnelle. Et il est venu me consulter de sa propre initiative, car il avait fait l'objet de plusieurs signalements aux ressources humaines de son entreprise. Ses collaborateurs évoquaient, d'après ce qu'il me disait, une forme de violence psychologique, pression permanente, communication agressive, refus systématique d'entendre toute remarque ou objection formulée par des tiers. Et lorsqu'il m'expose la situation, il ne perçoit pas sa part de responsabilité. De son point de vue, le problème se situe chez les autres. Il se décrit, lui, comme quelqu'un de direct, d'exigeant, avec des standards élevés. Et selon lui, ses équipes manquent de résistance et d'endurance. Il déplore qu'on ne puisse plus rien dire aujourd'hui sans déclencher une plainte. Et quand je lui demande s'il envisage qu'il ait pu contribuer à cette situation, sa réponse est un non catégorique. Et sur le moment, je ressens bien que cette réaction n'est pas une question d'arrogance, mais c'est son incapacité à percevoir qu'il puisse exister une autre lecture que la sienne. Pour cet homme, sa perception des choses constitue la réalité. Et si sa logique lui semble évidente, alors il va de soi que les autres devraient y adhérer. Et ceux qui n'y adhèrent pas ne sont tout simplement pas à la hauteur. Alors bien entendu, je l'interroge sur sa vie, en dehors de ce contexte professionnel, ses amitiés, ses relations familiales, amoureuses. Alors qu'il a 43 ans, célibataire, sans enfant, pas d'amitié de longue date, des relations amoureuses qui n'ont jamais tenu plus de 3 mois. Et lorsque je lui demande comment il explique cela, il m'indique que les amis ça n'existe pas, car on ne peut faire confiance à personne. Et que sur le plan sentimental, les femmes qu'il a rencontrées manquaient de maturité. Elles n'étaient pas en mesure de se hisser à son niveau d'exigence et elles ne voyaient pas les choses avec la même lucidité et logique que lui. Lui, en revanche, s'estime doté d'une excellente maturité émotionnelle. Et sa mère partage cet avis. À chaque rupture amicale ou amoureuse, elle le conforte dans l'idée que le problème ne vient pas de lui. Cet homme est convaincu de posséder précisément ce qui lui fait défaut. Il croit savoir écouter alors qu'en réalité, il n'entend que ce qui confirme sa vision. Il se pense conscient de ce qu'il est, mais il est dans l'incapacité de questionner ses certitudes. Il est persuadé de savoir qui sont les autres, mais il ne perçoit rien de ce qu'ils vivent réellement. Ce qu'il possède, ce n'est pas de l'intelligence émotionnelle. Il s'agit simplement de la conviction inébranlable de détenir la vérité absolue. Et cette conviction lui coûte tout. Sa carrière, ses relations, sa vie affective. Alors comment se construit un tel mode de fonctionnement ? Eh bien ça commence très tôt, généralement. Cet homme, par exemple, a été élevé par sa mère seule. Donc fils unique, selon ses propres termes, elle l'a élevé d'une main de maître. Il était son chef-d'œuvre le plus intelligent, l'enfant prodige. Et dans cette configuration familiale, il n'y avait aucune place pour l'échec, aucune place pour le doute, aucune place pour l'erreur. Parce que se tromper équivalait à être médiocre, et la médiocrité était inenvisageable. Et lorsque quelqu'un émettait une critique à son égard, un enseignant, un camarade, un collègue, une compagne, sa mère contre-attaquait. Elle défendait son fils envers et contre tout, car si les gens lui faisaient des reproches, c'était parce qu'ils étaient jaloux de lui. Et donc, ce qu'il a intégré très tôt, c'est que ses idées étaient nécessairement justes, que sa vision était nécessairement la bonne, et que quiconque exprimait un désaccord représentait une menace, mais en aucun cas une opportunité de remise en question. Et c'est la raison pour laquelle, à 43 ans, il se retrouve seul. Il accumule les conflits professionnels, il n'a aucune relation qui s'inscrit dans la durée, et il ne parvient pas à en identifier les causes, parce qu'il a été construit dans l'impossibilité de se tromper. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de l'anamnèse, il m'a rapporté un rêve récurrent. Il vomissait des toiles d'araignée.
Des fils lui sortaient de la bouche et plus il tentait de s'en défaire, plus il s'empêtrait. Et la toile finissait par l'envelopper entièrement. Et systématiquement, le rêve s'achevait de la même manière. L'araignée finissait par pénétrer dans sa bouche. Je ne lui ai fourni aucune interprétation, mais en l'écoutant me décrire ce rêve, et à la lumière de tout ce qu'il m'avait confié, une hypothèse s'est quand même dessinée. L'araignée pouvait selon moi représenter sa mère omniprésente, et la toile le mode de fonctionnement dans lequel il était peut-être embourbé depuis toujours. La fusion entre sa mère et lui, les projections qu'elle lui faisait porter. Alors bien sûr, j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête, et je me suis contentée de questionner. Mais dans ses réponses, je sentais vraiment qu'il ne me disait pas tout, qu'il retenait quelque chose. Beaucoup de silence, des hésitations, et je n'ai pas insisté, je n'ai pas formulé non plus ce que je pensais, car je le répète, mon rôle n'est pas d'apporter des réponses toutes faites. Cet homme n'est pas revenu me voir pendant 4 mois. Et lorsqu'il s'est senti prêt à reprendre les séances, c'est lui qui a abordé le sujet. Il m'a avoué que ce jour-là, il avait très bien compris que suite aux différentes questions que j'avais posées, il avait fait le lien avec son rêve, mais qu'il lui était impossible de le dire à voix haute, impossible de formuler devant quelqu'un d'autre que sa mère puisse jouer un tel rôle dans ses difficultés. Mon hypothèse s'est retrouvée validée, non pas parce que je l'avais suggérée, mais parce qu'il a eu le courage de regarder en face une dure réalité. Et cette prise de conscience avait été d'une grande violence, d'où l'arrêt des séances durant 4 mois, car le conflit de loyauté que soulevait cet accompagnement était considérable. Remettre en cause ce fonctionnement l'obligeait à voir sa mère différemment. Et pour un fils unique qui n'avait eu qu'elle comme repère, accepter cela était comme sauter dans le vide sans filet de sécurité, selon ses dires. Alors entre-temps, il a été licencié. Et pour la première fois de sa vie, il a accepté de porter un regard sur ce qui se passait réellement chez lui. Et je me souviens d'une séance en particulier durant laquelle il m'a dit « Après tout ce temps, je me sens ridicule. Je commence à me mettre à la place des personnes que j'avais en face de moi et je me fais honte. » Et puis il m'a ajouté que le pire, c'est que je n'arrive pas à accepter de voir ma mère telle qu'elle est réellement. Et quand j'essaie, je ressens une colère destructrice à son égard. Et c'est précisément là que le travail sur l'intelligence émotionnelle prend racine. Non pas dans la théorie, mais dans le vécu. Parce que l'intelligence émotionnelle n'est pas une compétence que l'on acquiert en lisant un livre ou en se formant sur 2 jours. Elle se construit dans l'expérience, souvent dans la difficulté et parfois dans la douleur. Et pour cet homme, développer son intelligence émotionnelle a commencé par le fait d'apprendre à se mettre à la place des autres. Pendant 43 ans, il n'avait jamais fait cela. Il avait toujours considéré que sa perspective était la bonne. Et quand il a commencé à réellement imaginer ce que ses collaborateurs, ses ex-compagnes, ses amis avaient pu ressentir face à lui, la honte l'a submergé. Mais la honte, aussi désagréable soit-elle dans son cas, était le signe que le mouvement intérieur était en marche et qu'il était prêt à accepter l'idée que les autres puissent vivre une réalité différente de la sienne. Mais là où les choses se sont compliquées, c'est lorsque nous avons abordé la question de sa mère. Parce que développer son intelligence émotionnelle ne signifie pas simplement apprendre à être gentil avec tout le monde. Ça ne veut pas dire tout accepter ou tout excuser. Cet homme l'a dit lui-même, il ressentait une colère immense envers sa mère, une colère qu'il qualifiait lui-même de destructrice. Et cette colère en soi était légitime, mais elle avait surtout pour but de lui signaler que quelque chose dysfonctionnait. Elle lui disait qu'il avait été enfermé dans un rôle qui n'était pas le sien, qu'on lui avait confisqué sa capacité à douter, à se tromper ou à être simplement humain. Mais le problème, avec la colère brute, avec la colère non régulée, c'est que très souvent, elle consume et détruit les autres, mais surtout celui qui la porte en lui. Elle nous maintient prisonniers de ce contre quoi on se bat. Et pour mon consultant, la colère n'a pas disparu. Elle est toujours présente, mais il a appris à la maîtriser. Et attention, je dis bien maîtriser et non réprimer. Le fait d'avoir compris d'où venait cette colère et surtout à quoi elle servait, lui a permis de l'accueillir sans qu'elle devienne destructrice, ni pour lui, ni pour l'autre. Elle s'active encore parfois, au contact de certaines paroles ou comportements de sa mère, mais elle ne prend plus toute la place. Il a appris à la contenir, à lui donner un espace sans qu'elle déborde sur la relation. Alors vous allez me demander comment ? Eh bien, plutôt que d'entrer dans le conflit, il revient au pourquoi. Pourquoi sa mère agit-elle ainsi ? En comprenant son histoire à elle, ses blessures, ses propres manques, il arrive à lâcher ce qui ne lui appartient pas. Et les paroles et les réactions de sa mère cessent alors d'être vécues comme des attaques personnelles. Elles s'inscrivent dans la réalité de sa mère et non pas dans la sienne. Et quand c'est nécessaire, eh bien il prend de la distance. Le sport, la respiration, le retrait temporaire, non pas pour rompre le lien, mais pour ne plus l'alimenter de manière toxique. La relation reste possible, mais il ne s'y perd plus. Et je précise
que comprendre le vécu de sa mère ne rend pas plus acceptable ce qu'elle lui a transmis, mais cela lui a permis de ne plus être dans la réaction brute. Et l'intelligence émotionnelle réside justement dans cette capacité à ressentir pleinement certaines émotions, tout en étant capable de ne pas se laisser submerger. Elle se manifeste par la création d'un espace entre ce que l'on éprouve et la manière dont on y répond. C'est-à-dire que l'on peut se dire « oui, je ressens cette colère, mais je ne suis pas obligé d'agir sous son emprise ». Et ce qui a changé concrètement pour mon consultant, c'est qu'il a appris à poser des limites avec sa mère. Auparavant, il lui racontait tout, chaque difficulté professionnelle, chaque rupture, chaque conflit, et systématiquement, elle le confortait dans sa position. Elle alimentait le schéma. Et progressivement, il a cessé de fonctionner ainsi. Il a commencé à choisir les sujets qu'il abordait avec elle, à filtrer ce qu'il partageait. Et quand elle lui répète à quel point il est exceptionnel, à quel point les autres ne le méritent pas, il se retire. Parfois physiquement, parfois simplement intérieurement. Il se contente juste de la laisser parler. On peut vraiment dire qu'il a trouvé la juste distance, celle qui lui permet de rester en lien avec elle sans se perdre lui-même. Et surtout, il a retrouvé sa juste place. Son rôle de fils et non plus le rôle de l'homme idéal que sa mère projetait sur lui. Et je tiens à préciser que ce travail est encore en cours, car à l'heure actuelle, il porte une forme de culpabilité. Parce que sa mère ressent cette distance, elle ne la comprend pas, et elle essaie systématiquement de le ramener dans cette ancienne dynamique par le biais de reproches, de remarques désagréables, de tentatives de manipulation parfois. Et c'est un aspect de l'intelligence émotionnelle que l'on aborde rarement. On parle beaucoup de connexion, d'écoute, d'empathie, mais on parle moins de savoir quand se retirer, de reconnaître les moments où la proximité devient nocive, de préserver son espace intérieur. Et surtout, on parle peu du temps que ce repositionnement prend. Chacun avance à son rythme et ce rythme-là doit être respecté. Et je me dois de le dire, mais c'est aussi valable dans un accompagnement thérapeutique. Les choses se font par étapes. On ne ressort pas transformé en quelques séances. On peut être amené à cesser les séances durant un temps pour intégrer certaines informations. On peut même changer de professionnel. Et surtout, on ne se réveille pas un matin en se disant que tout a changé. Ce sont vraiment des petits ajustements, des micro-déplacements qu'on ne perçoit pas forcément sur le moment, mais lorsque l'on fait la somme de ces changements cumulés, eh bien dans le temps, c'est ce qui finit par faire toute la différence sur le long cours. Et ces derniers mois, avec mon consultant, nous avons exploré sa manière de communiquer, sa difficulté à accorder de l'espace aux autres, son besoin de contrôle. Sous hypnose, nous avons travaillé sur les différentes positions qu'il occupait, le fils, l'homme, le professionnel, le partenaire potentiel, et sur la façon dont elles s'entremêlaient et se parasitaient mutuellement. Et progressivement, un changement s'est opéré. Cette position de leader en entreprise, par exemple, et le pouvoir qu'elle lui conférait, était devenu un poids trop lourd à porter pour lui. Il a réalisé qu'il ne les recherchait pas véritablement pour lui-même, mais pour rendre sa mère fière et lui permettre d'afficher la réussite de son fils. En réalité, il était épuisé de jouer ce personnage et d'être sans cesse celui que l'on attend au tournant, celui qui gère, celui qui ne peut pas faillir. Il a consacré 8 mois à repenser son projet de vie. Et ce qui est ressorti l'a lui-même surpris, car suite à son licenciement, il a quitté l'univers de l'entreprise et il s'est installé à son compte en tant que photographe. C'était une passion qu'il nourrissait depuis toujours, mais qu'il avait écartée parce qu'elle ne correspondait pas à l'image du fils accompli. Un métier digne de ce nom aux yeux de sa mère consistait à diriger, manager, gagner des revenus conséquents et certainement pas capturer en image des personnes ou des objets. Et c'est précisément là que tout se rejoint. La photographie est un métier qui requiert une certaine sensibilité. Elle demande d'observer, de capter ce qui émane de l'autre, de ressentir l'instant, d'être attentif à ce qui ne se dit pas. C'est l'exact opposé de ce qu'il pratiquait auparavant, à savoir imposer sa vision des choses sans prêter attention à qui se trouvait en face de lui. Et pour exercer sa passion, il fallait qu'il développe précisément ce qui lui avait toujours fait défaut. La capacité à voir l'autre, à le recevoir tel qu'il est, à suspendre son propre jugement pour laisser émerger quelque chose qui ne vient pas de soi. Et l'intelligence émotionnelle, c'est précisément cela. L'intelligence émotionnelle se définit par cette capacité à se percevoir soi-même avec honnêteté, à identifier ses propres mécanismes, à reconnaître quand on réagit de manière disproportionnée et pourquoi. Elle s'exprime dans l'aptitude à se mettre à la place de l'autre pour saisir ce qui motive son comportement. Elle se joue dans la régulation de ce que l'on ressent, comme par exemple le fait d'éprouver de la colère sans être consumé par elle, de ressentir de la frustration sans écraser celui qui en est la cause. Elle implique de savoir poser des limites et reconnaître les relations qui nous tirent vers le bas, mais aussi choisir quand s'engager et quand se retirer. Et surtout, l'intelligence émotionnelle permet d'accueillir le doute.
Elle nous aide à accepter qu'on puisse se tromper, à recevoir un point de vue différent sans se sentir menacé, en le prenant comme une chance de questionner ce qu'on tenait pour acquis. Car comme je le disais un petit peu plus tôt dans cet épisode, l'intelligence émotionnelle ne s'acquiert pas en théorie. Elle se travaille, elle se construit, souvent dans l'inconfort, parfois dans la douleur, mais toujours dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Et c'est important car sans cette intelligence-là, on passe à côté de sa vie. On accumule les conflits sans jamais en identifier la source. On enchaîne les ruptures en accusant systématiquement l'autre. On s'épuise à défendre une image de soi qui ne correspond pas à ce que l'on est vraiment. Et on reste prisonnier de modes de pensée, de croyances, de comportements qui nous entravent. Cet homme a passé 43 ans dans cette prison mentale. Et ce qui l'a amené à consulter n'est pas une prise de conscience spontanée. S'il est venu me voir, c'est parce qu'il n'avait plus le choix. Les autres, le monde extérieur l'ont mis face à sa propre réalité. Et cela s'est fait de manière très brutale. Dans ce processus, il a perdu son poste, une certaine image de lui-même, des certitudes qu'il portait depuis toujours. Mais dans cette perte, il a gagné une forme de lucidité, de liberté et la capacité à être en lien autrement et plus sainement. On pourrait dire que c'est un mal pour un bien. Il a perdu ce qui lui faisait le plus défaut, même s'il ne le savait pas. Mais pour quelqu'un qui a toujours vécu de cette manière, la chute peut être brutale. Parce que pour s'en relever, il est indispensable de se détacher de ses propres convictions, de ses propres vérités, et surtout de l'image de soi que l'on croyait être la bonne. Ce qu'il a découvert, c'est que la véritable force ne réside pas dans le fait d'avoir raison, elle réside dans la capacité à changer de perspective, à entendre ce que l'on n'a pas envie d'entendre, à faire face à ce qui nous dérange, à se distancier de ceux qui nous maintiennent dans cet état, car ils n'ont eux-mêmes pas le courage ou l'envie de se remettre en question. Ce que je souhaite que vous reteniez de cet épisode, c'est que l'intelligence émotionnelle n'est pas une simple posture ou une petite technique à mettre en place. C'est un travail sur soi qui demande du temps, de l'engagement et souvent de l'accompagnement d'un professionnel capable de vous aider à voir ce que vous ne voyez pas. Parce que le propre de nos mécanismes, c'est qu'ils nous sont invisibles. On peut rarement observer seul ce qui structure notre façon de percevoir le monde. C'est comme essayer de voir son propre visage sans miroir. On a besoin d'un reflet, on a besoin d'un regard extérieur. Et c'est justement ce que permet un accompagnement tel que je le propose. Un espace sécurisé, un cadre qui permet d'explorer ce qui autrement reste dans l'ombre. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre, si vous sentez que quelque chose vous échappe, que vous répétez les mêmes schémas sans parvenir à les modifier, sachez que ce n'est pas une fatalité. Ces dynamiques peuvent se travailler pour cela. Vous pouvez me contacter directement via le lien qui est en description. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les inscrire en commentaire, je ferai en sorte d'y répondre dans une prochaine vidéo. À bientôt.